de migration clandestine et la criminalité transfrontalière. Contrairement aux idées reçues, la première destination des migrants africains, c'est d'abord l'Afrique. Une synergie des efforts est ainsi préconisée pour trouver des solutions au phénomène migratoire. Aboubakry Kane. La question migratoire, un sujet d'actualité. Le phénomène n'est pas nouveau. La nouveauté réside dans la complexité des problèmes qui lui sont connexes. Le temps de l'action, c'est ce à quoi invitent les organisateurs de cette conférence internationale sur les migrations, la gouvernance et le développement en Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, vous avez encouragé et soutenu cette initiative sur l'immigration dans la droite ligne de votre engagement en faveur d'une Afrique qui progresse aux parfaite intelligence avec le reste du monde dans la paix, la stabilité et la prospérité collective. Les migrations ne se font pas que dans un seul sens. L'Afrique est certes une terre de départ, mais aussi une terre d'accueil de plusieurs communautés. À elle seule, l'Afrique de l'Ouest compte 8 millions de migrants, d'où l'intérêt majeur de ces concertations. Les migrants africains restent en Afrique à 70%. Et au-delà, il reste 30%. Les 30% qui restent, il n'y a que 15% qui vont en Europe. Ces 15% constituent un mouvement minoritaire. Les Africains ont compris qu'ils restent d'abord en Afrique et non aller en aventure où parfois les droits ne sont pas toujours respectés. Une question de responsabilité commune, tant pour l'Afrique que pour l'Europe, et une question qui appelle une action commune de l'Afrique et de l'Europe. Comment pouvons-nous gérer ces flux migratoires pour en faire des moteurs pour le développement des pays d'origine ainsi que pour les pays d'accueil? Pour les États, il s'agit d'un défi à relever à travers une approche concertée pour aboutir à des solutions durables. D'autant que les migrants contribuent à la fois à la prospérité de leur pays d'accueil et d'origine. La diaspora africaine qui, à travers ses envois sur le continent, apporte une précieuse contribution à l'effort de solidarité nationale et surtout au développement économique et social des pays d'origine. Pour le Sénégal, notre diaspora amène en moyenne 2 milliards de dollars par an. 2 milliards, c'est quand même au moins 2 fois, 2, quelques fois l'aide publique au développement. Donc cette manne doit pouvoir être protégée quelque part. C'est pourquoi il faut nous comprendre quand on nous dit la réadmission sans qu'on ait les précisions. Vous comprenez donc que les États ne puissent pas adhérer à cette demande. L'éducation, la formation, la stabilité politique sont autant de facteurs déterminants au niveau des zones de départ des migrants. Des opportunités d'emploi doivent également donner aux jeunes les raisons d'y croire. Aussi pour le chef de l'État, la politique systématique de reconduction aux frontières a atteint ses limites. Il faut que l'Europe, de façon générale, les pays développés, travaillent à nous aider sur des mécanismes qui permettent de mobiliser des ressources pour asseoir le développement économique du continent. Il nous faut ensemble, surtout aussi, combattre farouchement les réseaux clandestins, combattre donc l'immigration clandestine, permettre à la jeunesse qui doit voyager, qui doit apprendre, de pouvoir le faire sans contrainte. Il faut freiner la migration clandestine tout en évitant les concepts d'immigration choisis. Parce que là aussi, l'Afrique ne peut pas accepter de former ses cadres avec tant de difficultés et que tous ceux qui sont formés finissent par être recrutés en Occident et dans les pays développés pour nous laisser ceux qui n'ont pas de qualification. La responsabilité est donc partagée. Il s'agit aujourd'hui de communautés de destin transfrontalières. Un effort de réflexion est nécessaire à toutes les parties pour cerner l'ampleur et les enjeux du phénomène migratoire. Le chef de l'État, vous le savez, a inauguré hier l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia. La section longue de 36 km sera prolongée jusqu'à Mbour prochainement. Le président Macky Sall a par ailleurs visité le projet AIBD Mbour-Thiès qui sera également livré dans les prochains mois au Marnieng.
Coupure de ruban pour donner le top. Au-delà d'un acte symbolique, le président de la République est au volant de sa voiture. De Diamniadio, il rallie Sindia à vive allure. Arrivé à la gare de péage de Toglou, il paye son ticket. Comment vous allez? Commencez. Je cherche combien de temps. Ensuite, il poursuit le chemin jusqu'à Sindia, bouclant ainsi les 35 km marquant la fin provisoire de l'autoroute. Il reste seulement quelques kilomètres pour arriver à Mbour. Ils seront complétés plus tard. Vous continuez sur la route là, vers Somone. Oui, Somone et Mbour. Bon, ça va aller. Bravo et félicitations. Merci. Ça va? Sur le chemin du retour, le président Macky Sall s'est arrêté à hauteur de Tchambor, lieu de raccordement des autoroutes AIBD Mbour-Thiès. Le projet en tant que tel, on l'appelle AIBD Mbour-Thiès, mais en réalité, c'est deux autoroutes qu'on est en train de construire. Deux autoroutes, deux branches d'autoroutes. Et la jonction se fait entre ces deux autoroutes, se fait au niveau de Tchambor. Ici, Tchambor ici. Voilà. Tchambor, vous avez ici deux ouvrages. Un peu plus loin, vous avez un pont qui est devant, et ici également un second pont. Et ces ponts sont construits pour relier toutes les bretelles de l'échangeur. Cet échangeur-là prend en compte, voilà. Et Thiès, on l'a ici, on est à 10 km de Thiès. On est à 10 km de Thiès, d'accord? Donc toutes les bretelles sont construites en deux voies, avec une vitesse de 110 km à l'heure. Plus loin, la bretelle qui mène à AIBD. C'est fait. On attend juste l'ouverture prochaine de l'aéroport. AIBD est desservi d'une manière très correcte et sur le plan échange, en relation avec ce que Agiroute est en train de faire en aval, on pourra avoir une mobilité urbaine très bien réussie. Voilà. Avec toutes les connectivités qu'il faut. Et le TR viendra justement également sur la côté sud. Voilà, tout à fait. Avec un système d'échange avec les infrastructures de l'aéroport. Non. À partir de Diamniadio, c'est un tracé qui passe complètement au sud. Voilà, tout à fait. La section AIBD Sindian qui vient d'être livrée fait partie du vaste programme autoroutier du président Macky Sall. Sa portée sociale est indiscutable. Vous venez de livrer aux Sénégalais un linéaire de 35 km d'autoroute à péage, 2 fois 4 voies, avec un service conforme aux normes internationales sous votre magistère. Le chef de l'État a félicité le gouvernement du Sénégal, l'APIX et ses partenaires, l'AFD, le concessionnaire Sénac, mais aussi l'Agiroute, appuyé par le gouvernement chinois. Ingénieurs et ouvriers sont également félicités. Les populations, elles, expriment toute leur joie. En signe de reconnaissance à un président qui s'active jour et nuit pour leur mieux-être. L'autoroute Diamniadio AIBD Sindia a été réalisée grâce aux efforts conjugués de l'État du Sénégal et des partenaires au développement. L'appui de la Chine et de la France a permis de mobiliser plus de 162 milliards, dont un financement public de 69 milliards. Le péage pour cette infrastructure est une nécessité, mais le président Macky Sall a aussi mis l'accent sur son accessibilité à des prix raisonnables. Aboubakry Kane. À Sébikotane, le président de la République est venu poser un jalon supplémentaire de la marche du Sénégal vers l'émergence. Une autoroute Diamniadio AIBD Sindia qui va à coup sûr impacter la vie des populations locales. Je suis bien placé pour parler des bienfaits de cette autoroute. Moi qui, depuis 2003, arpentais tous les jours en aller-retour la route nationale entre Sébikotane et Dakar. Les infrastructures constituent une des voies sûres vers le progrès et le développement. Et pour la réalisation de cette autoroute,
Le Sénégal a pu compter sur le soutien de la France et de la Chine à travers un partenariat qui se veut stratégique, durable et bénéfique. Cette autoroute représente un chaînon clé du réseau national des transports terrestres du Sénégal et porte une grande signification stratégique pour la connexion entre Dakar et les régions du sud et de l'est du pays. Cette autoroute va changer la vie de centaines de milliers de Sénégalais. Elle va favoriser le développement de régions comme celle de Thiès ou de Mbour. Elle va décongestionner Dakar. Elle va faire gagner beaucoup de temps aux usagers, aux entreprises. Elle va offrir au Sénégal les moyens d'être un hub régional pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il ne peut y avoir de développement sans infrastructure, une conviction du président Macky Sall, dont le programme d'infrastructure trouve ici le sens et la pertinence. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national, assurer la circulation des personnes et le transport des marchandises, consolider l'intégration nationale, promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux au marché. L'ambition du chef de l'État est donc de doter le pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, ce qui va faciliter les liaisons entre les villes et les zones les plus reculées du territoire. Une politique de connectivité pour permettre aux Sénégalais de voyager vite et dans des conditions de sécurité. Et sur la route du progrès, la vision est adossée à une politique de mobilisation des moyens. La section Diamniadio-AIBD a été réalisée selon un schéma de partenariat public-privé pour un montant de 92 milliards, dont un financement public de 69 milliards, correspondant à la subvention versée par l'État et un financement privé apporté par notre partenaire Senac SA pour un montant de 23 milliards. S'agissant du tronçon AIBD-Sindia, d'un coût de 70 milliards, il a été réalisé dans le cadre du projet global de construction des deux projets d'autoroute AIBD Mbour sur 39 km et AIBD Thiès sur 16 km grâce à un prêt concessionnel de Exim Bank Chine. L'objectif en matière d'infrastructure est clair, étendre progressivement le réseau autoroutier national à raison de 50 km par an. Et le chef de l'État de préciser que pour l'usage des autoroutes, le péage est une nécessité. Ces infrastructures sont en effet très coûteuses pour le budget national. C'est donc par le péage que nous pourrons rembourser les prêts et assurer l'entretien des infrastructures. Ainsi, nous limitons l'endettement de l'État et nous assurons surtout la durabilité de nos infrastructures. Soyons fiers de payer par nous-mêmes le coût de nos progrès et de notre développement. Pour autant, je suis très soucieux des tarifs du péage. Le tarif initial prévu entre Diamniadio et AIBD était de 1600 francs CFA, auquel il fallait ajouter 800 francs sur le tronçon AIBD-Sindia, soit un total de 2400 francs. Avec les tarifs révisés, l'usager qui voudrait se rendre de Diamniadio jusqu'à Sindia paiera en définitive seulement 1600 francs au lieu de 2400, soit une réduction de 800 francs CFA. Et c'est le même tarif de 1600 francs pour les véhicules, bien entendu, qui sera appliqué quand l'autoroute sera prolongée jusqu'à Mbour.
Une question d'inclusion, d'équité et de justice sociale, parce que pour le chef de l'État, l'autoroute ne doit pas être perçue comme une voie réservée aux riches, mais plutôt comme une voie ouverte à tous, avec des tarifs supportables pour les usagers. Le président de la République qui en a profité pour décliner sa vision et son ambition de doter le Sénégal d'un réseau autoroutier moderne. Il revient ici sur son programme d'infrastructure à l'horizon 2019. Nous l'écoutons. Nous sommes sur une bonne voie. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans, le réseau autoroutier du Sénégal était de 35 km. Entre Dakar et Diamniadio. Nous en avons rajouté 36 en 4 ans, avec la réalisation des tronçons Diamniadio-AIBD 17 km, AIBD-Sindia 19 km. D'autres projets vont suivre entre AIBD et Thiès sur 16 km, largement entamé, Thiès, Tianaba, Tivaouane sur 21 km et le projet majeur Ila Touba sur 113 km. Au total, le réseau autoroutier national comptera 221 km d'autoroute en 2019. Voilà pour l'inauguration donc de ce tronçon de l'autoroute à péage. La production des cartes d'identité biométrique CEDEAO se poursuit dans les centres et au sein des commissions installées à cet effet. Une unité vient d'ailleurs d'être montée à l'Assemblée nationale. L'objectif est de permettre aux députés de se doter de la pièce en toute facilité. Le président de l'Assemblée nationale s'est déjà fait enregistrer, Mamadou Samambo. Moustapha Niasse devant l'appareil de l'unité de fabrication de cartes biométriques installée dans la bibliothèque de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale remplit ici les formalités d'obtention de la pièce. Disons 3 pièces en une. Avoir sa carte d'électeur après sa carte d'identité ou l'une et l'autre à la fois, c'est un acte qui est recommandé à tout citoyen qui doit faire connaître son sentiment. Et cette carte d'identité biométrique CEDEAO permet de circuler dans l'ensemble des États membres de la CEDEAO. C'est un grand pas en avant. Et croyez-moi, c'est révolutionnaire. Le procédé est rationnel, il est précis, il est méticuleux. Je crois que ce sont 3 précautions qui permettent d'éviter erreurs et doublons. L'opération se déroule sous l'œil vigilant de membres de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Les 149 autres députés vont lui emboîter le pas, histoire de montrer l'exemple aux citoyens sénégalais, mais aussi à ces peuples de la CEDEAO qu'il représente en partie. Le partage des modèles de mécanismes de financement innovants était à l'ordre du jour de la conférence mondiale sur l'habitat à Quito. Le Sénégal a présenté son expertise en la matière. Les experts nationaux veulent faire des conclusions de la rencontre une voie qui mène vers le succès et au respect des engagements contenus dans le nouvel agenda sur l'habitat. Envoi spécial Lamine Touré. Trouver des financements adéquats pour faire des villes urbaines de vrais pôles de développement, la question a fait l'objet de réflexions, comme en témoigne cette plénière à laquelle le Sénégal a activement pris part. Après l'adoption du nouvel agenda sur l'habitat, la mise en œuvre de cette nouvelle orientation doit être regardée d'abord de façon endogène. Le Sénégal a une très bonne approche du développement urbain et nous apprécions le plan Sénégal émergent considère actuellement l'habitat et le développement urbain comme l'un de ses principaux piliers. Je pense à doit être le 3e ou le 4e pilier du développement. Donc sur cette base-là, l'État devra mobiliser des ressources internes pour faire les financements au niveau infrastructurel, mais le reste, on doit aller vers les partenaires financiers et développement pour pouvoir le réaliser. Ensuite, il faut noter que depuis 2004, le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de trouver des mécanismes de financement innovants dans la réalisation de ces grands projets.
Et c'est en 2012 que l'offre spontanée dans ce domaine s'est davantage précisée. Elle contribuera sans nul doute au respect des engagements contenus dans le document de Quito. Avec l'avènement du président Macky Sall, on a créé d'autres mécanismes de financement innovants comme le FONGIS, comme le FONZIP, comme aussi la BNDE, etc. Maintenant, ce qui reste à faire est qu'on peut créer encore d'autres mécanismes comme ce que j'appelle le bail amphithéotique. Le bail amphithéotique actuellement n'existe pas dans nos procédures parce qu'on voulait attendre pour harmoniser avec le ministère des Finances. Mais sitôt fait, je pense que le Sénégal peut financer ces projets structurants, scolaires et sanitaires et même les projets urbains avec ce que j'appelle le bail amphithéotique. Le Sénégal ne s'est pas limité à cette contribution liée au financement du développement. Il a inscrit la question environnementale au cœur de ses préoccupations. Ainsi, un rapport des experts sénégalais a été remis au secrétariat de cette conférence. Nous avons pu faire un rapport pour parler de la politique de notre pays dans le domaine du logement, mais aussi dans le domaine des services de base tels que le transport, l'accès à l'eau, l'assainissement, mais aussi les questions liées aux problèmes de changement climatique qui sont d'impact négatif sur les populations, sur les villes et les établissements humains. En l'occurrence, la question de la vulnérabilité des populations, mais surtout de leur résilience, n'est-ce pas, à pouvoir faire face aux questions de catastrophes naturelles. Les conclusions de la conférence des Nations Unies sur l'habitat à Quito sont en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement. C'est là une harmonisation des actions de la communauté internationale en matière de politique de développement durable, celle qui place le bien-être des populations en priorité absolue. Le nouvel agenda sur l'habitat officialisé, le Sénégal a déjà pris les devants pour le respect des engagements contenus dans ce document. Le suivi opérationnel des résolutions prises se fera sans discontinuité dans le cadre du comité préparatoire du sommet. Nous écoutons à ce propos le ministre du Renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat au micro de Lamine Touré et Ndeye Bolondiaï. La stratégie du Sénégal, vous savez, elle est très simple parce que le comité est là, il ne va pas changer. Et dès à présent, j'ai instruit à ce que le comité puisse organiser un atelier d'échange, vraiment pour pouvoir créer ce que j'appelle un calendrier national pour la mise en œuvre de ce que j'appelle les recommandations. 59 milliards de francs CFA, c'est le montant total des conventions de financement et protocoles de partenariat que l'État du Sénégal vient de signer avec l'Union européenne. Il s'agit d'un don destiné à appuyer la lutte contre l'immigration clandestine à travers la création d'emplois ruraux, la formation professionnelle et l'appui aux entreprises. Aramdao. Les coopérations françaises, luxembourgeoises, espagnoles et italiennes, ensemble aux côtés de l'Union européenne, pour sauver les jeunes d'une telle aventure tragique. 59 milliards de francs CFA, ce qu'elles mettent sur la table pour financer 4 projets. Il s'agit de la Convention relative au projet d'appui au renforcement de l'état de droit, PARET, pour un montant de 10 millions d'euros, soit environ 6 milliards de francs CFA. De la Convention relative à l'appui à l'amélioration de la compétitivité des filières agricoles et de la sécurité alimentaire dans le tiers sud du Sénégal, appelé Beydare, pour un montant de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA. Du protocole de partenariat relatif au projet Développer l'emploi au Sénégal, renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité dans les zones de départ, pour un montant de 40 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA, le montant du 4e projet. Il va aider à la mise en place des fermes agricoles villageoises, les fermes Natangé. C'est un projet qui va travailler dans la mise en place de fermes modernes dans les zones qui ont un fort taux d'immigration, encore au sud du pays. Les fermes Natangé que nous connaissons constituent un projet phare pour la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. L'Union européenne qui est prête à appuyer beaucoup plus ces projets. Plus de 200 entreprises seront appuyées par ces projets, des dizaines de milliers d'emplois créés, autant de jeunes formés. C'est ce que l'Union européenne appelle lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière. Elle concrétise encore une fois les efforts soutenus et constants de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement.
et d'autres sources de financement au bénéfice des populations sénégalaises. L'Union européenne demeure à cet égard l'un des principaux bailleurs de fonds du Sénégal. Dans les 2 conventions de financement et les 2 protocoles paraphés se trouve aussi un important volet destiné à la construction de tribunaux et de maisons de justice. Également, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Comment faire pour réussir le développement du secteur privé avec un impact significatif sur la croissance? Le ministre des Infrastructures a présidé à cet effet un atelier national de présentation des résultats de l'analyse des contraintes à l'investissement du secteur privé et au développement socio-économique du Sénégal. C'est un compte rendu signé Amadou Aramtiam. Un travail méthodique, rigoureux et testé avec des outils appropriés. L'étude, conduite par l'unité de coordination de la formulation du second compact, a permis d'identifier les contraintes qui empêchent l'investissement du secteur privé. La première catégorie, c'est ce qu'on a appelé les contraintes majeures. Ce qu'on entend par contraintes majeures, c'est les contraintes, si on les lève, on s'attend à ce que la réponse de l'économie soit immédiate et soit forte. Ces 2 contraintes-là sont de 2 types. Donc il y en a 2. La première, c'est l'énergie. Je crois que tout le monde comprend ça. L'énergie, c'est un facteur qui est transversal, c'est un facteur dont l'offre est assez erratique, c'est un facteur dont le prix est élevé. Donc c'est une contrainte majeure. La deuxième contrainte majeure, c'est le cadre réglementaire. L'analyse des contraintes est la première phase d'un processus. Les solutions, c'est dans le futur. Venu présider l'ouverture de l'atelier, le ministre des Infrastructures a rappelé les efforts de l'État dans le secteur énergétique au Sénégal. Le gouvernement a posé des jalons dans l'énergie. Vous savez que déjà, de 2012 à aujourd'hui, la capacité de Sénélec a été augmentée. Le président vient d'inaugurer la première centrale solaire samedi passé. Donc le mix énergétique est en place. Ce qu'il faudra aujourd'hui, c'est inciter le secteur privé à s'investir. Il ne faut pas confondre l'État et le secteur privé. Ce n'est pas l'État qui fait les investissements, c'est le secteur privé. Ici, c'est des contraintes pour aider le secteur privé à relancer l'économie. Après l'analyse des contraintes, la prochaine étape du processus de formulation du compact portera sur celle des causes profondes des contraintes majeures identifiées et validées par l'État et le MCC. Il faudra simplement rappeler que le Sénégal est déjà éligible dans le 2e compact depuis 2015. Je vous le disais dans les titres, l'invité de ce 20h, c'est Muntagassi, le directeur général de l'APEX. Bonsoir. Bonsoir, cher. Alors avec vous, nous allons parler du dernier classement Doing Business. Le Sénégal, on va dire, s'est bien comporté avec un meilleur classement. Quelle lecture faites-vous de ce classement? Ce classement confirme encore la pertinence du plan d'action sénégalais. On a 3 cycles consécutifs pour lesquels le Sénégal démontre encore la pertinence de son plan par l'amélioration significative de la façon de faire des affaires au Sénégal. C'est ce que révèle le rapport du Doing Business qui est sorti ce matin. C'est le Doing Business 2017. En 2013, le Sénégal était classé 178e parmi 189 économies au monde. Aujourd'hui, le Sénégal est classé 147e. En 3 ans, nous avons eu un gain de rang de 31 places. Et ce gain de rang est conforté par l'amélioration significative de 4 réformes qui ont été validées par les équipes de la Banque mondiale. Ces 4 réformes, c'est sur 4 indicateurs, à savoir au niveau de l'amélioration de l'enregistrement des titres de propriété, au niveau du registre et du foncier et du cadastre, par la mise en place de dispositifs qui permettent d'améliorer beaucoup plus la transparence avec le nouveau NICAD. C'est le numéro d'identification du cadastre. On aura un seul référentiel pour les parcelles et qui aura le seul numéro de communication entre le cadastre et les domaines. En la matière, le Sénégal a fait des bons énormes. Le deuxième indicateur qui vient aussi révéler la performance du Sénégal au niveau de l'amélioration des affaires, c'est l'accès à l'information sur le crédit.
par la mise en place d'un nouveau bureau du crédit qui permet de renseigner davantage les porteurs de projets, mais aussi par l'accès au crédit, une fois sa facilitation et l'accès à son information. Nous avons aussi travaillé de manière significative par la facilitation de l'amélioration de la réduction des coûts relatifs sur l'indicateur de paiement des taxes, avec la diminution du plafond maximum de l'impôt de revenu sur les sociétés. Et en la matière, les entreprises se conforteront davantage sur cet indicateur-là, parce que c'est un des leviers importants qui permet de faciliter l'accès à l'information, d'une part, d'autre part aussi l'accès au crédit, mais aussi la diminution du plafond au niveau donc des impôts sur les revenus. Le Sénégal a aussi travaillé davantage sur les procédures liées à la fermeture d'entreprises pour pouvoir faciliter l'appurement au niveau du passif par des procédures simplifiées, et ça facilite davantage l'accompagnement avec des procédures de conciliation simplifiées d'une part, mais aussi des procédures de règlement préventif pour les petites et les moyennes entreprises. Voilà les informations clés de la dynamique des réformes au Sénégal, et pour la première fois, le Sénégal passe sous le cap des 150e. On est 147e, donc le cap 100 à 150, c'est les économies qui rentrent dans la dynamique de l'émergence. Donc en réalité, notre marche résolue vers l'émergence se confirme pour ce troisième cycle. D'accord. Et en termes de perspective, qu'est-ce que cela représente pour notre pays? Ce qui est important d'abord, c'est l'environnement des affaires, comme on l'a dit toujours, procède sur le premier critère de choix pour un investisseur de venir investir dans un pays. En plus de la stabilité politique, en plus de la vision et des projets portés par le plan Sénégal émergent. Donc l'environnement des affaires, c'est un des leviers importants qui procède à la décision d'un investisseur de venir dans un pays d'une part. D'autre part, il est important aussi que la performance des plans d'action sénégalais, portés aujourd'hui par le PREAC, qui a été lancé en 2012 par son excellence le président Macky Sall, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Lors du dernier conseil présidentiel de l'investissement, en début juin 2015, 96% des mesures du PREAC ont été jugées effectives et efficaces. Et son excellence le président de la République, pour lancer encore la nouvelle dynamique, c'est-à-dire la machine qui va tirer le Sénégal vers les rangs 100, c'est le PREAC de seconde génération, qui est aujourd'hui documenté et formalisé et qui sera soumis à son excellence le président Macky Sall lors du prochain Conseil présidentiel de l'investissement à sa 13e session vers le mois de décembre. D'accord. Alors aujourd'hui, donc le Sénégal est dans on va dire dans la fourchette 150. C'est un bon classement pour vous. L'autre objectif pour vous, c'est lequel? Notre objectif, c'est de continuer davantage à tenir largement la comparaison par rapport aux plus grandes économies du monde. Retenons au niveau du score, c'est-à-dire la distance par rapport à la frontière des économies standards au niveau mondial, le Sénégal a amélioré son score. On est passé de 49,85 à 50,63. C'est la plus belle performance en la matière. Et on est aussi le 4e réformateur de la sous-région. Mountagassi, je vous remercie. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez venus analyser avec nous donc ce classement qui fait du Sénégal donc le 147e pays dans le classement donc dans le classement du rapport de la Banque mondiale sur le Doing Business sorti cet après-midi. Merci à vous. Merci. 2500 emplois visibles sur le site du domaine industriel de Diamniadio, à ne pas confondre avec la plateforme industrielle qui promet elle aussi des milliers d'emplois. En visite sur le site, l'APROSI a pu constater le niveau d'avancement et le rythme d'implantation des industries. L'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels est en passe de relever les défis d'implantation d'usines d'unités industrielles. Visite de terrain à Diamniadio avec Habib Mbaye. À côté d'un parc industriel flambant neuf, un autre site se dévoile, le domaine industriel de Diamniadio. Sur des pistes encore latéridiques, de valeureux chefs d'entreprise ont fait le pari de s'y implanter. Jadis, l'endroit était hostile, ni eau, ni électricité. Mais l'Agence pour la promotion des sites industriels veut relever le défi en y apportant toutes les commodités pour inciter les entreprises sénégalaises à s'y installer. Ici, c'est un autre domaine qui est à côté et qui est en train de travailler, qui est en train de vivre, qui a été créé depuis 2002. Et aujourd'hui,
en 2016, nous sommes en train de voir un renouveau de cette zone industrielle-là. Et les actions sont en train d'être menées pour que le domaine de Diamniadio et Diamniadio, le projet Diamniadio, sera tout à fait quand même desservi de façon totale par le train, par l'autoroute à péage, par la voie nationale et par d'autres voies. Et également, Diamniadio offrira aux entreprises la possibilité de faire résider le travailleur à proximité des lieux de travail. Les défis de l'emploi étant un véritable fer de lance du plan Sénégal émergent, les autorités de la PROSI ont fini de réaliser en un temps record des résultats concrets. La situation de 2012, lorsque nous arrivions au pouvoir et lorsque nous prevenions de l'agence, est aujourd'hui à contrario complètement différente de ce que nous vivons actuellement au niveau de cette zone du domaine industriel de Diamniadio. Des prouesses sont en train d'être réalisées. C'était une zone qui était à la limite difficilement vivable. On ne peut même pas vivre. Avec des problèmes, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Aujourd'hui, vous êtes là, vous pouvez constater de vous-même qu'il y a une amélioration nette dans les 3 années qui ont suivi, en tout cas, l'avènement du président au pouvoir. Vous avez visité de vous, les industries sont en train de fonctionner comme il le faut. Au moment où on parle, nous sommes à 2700 et quelques ou 3000 emplois créés déjà ici, au niveau de la zone. Et Mina Distribution, là où nous nous trouvons présentement, en est une illustration parce que vous voyez derrière vous cette échelle, ce travail de chaîne qui va jusqu'au truc de stockage et qui avoisine presque 860 quelques emplois. C'est quelque chose qu'on doit saluer, c'est quelque chose qui nous pousse vers une fierté. Malgré les quelques problèmes structurels, la PROSI s'est engagée à accompagner les industriels, les investisseurs à faire de ce domaine industriel de Diamniadio un réceptacle à forte intensité de main-d'œuvre et d'emploi pour le Sénégal. Une rencontre d'information et de partage sur les projets de textes législatifs et réglementaires professionnels des banques et établissements financiers du Sénégal, représentants de la Société financière internationale et experts du ministère du Commerce en charge du projet de récépissé d'entrepôt de marchandises étaient réunis autour du ministre de tutelle Alassane Diédhiou. Cette rencontre intervient 2 ans après la mise en place, avec l'appui de la Société financière internationale SFI, d'un système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. L'enjeu économique lié à ce projet n'échappe pas, loin s'en faut, aux autorités sénégalaises en charge de sa mise en œuvre. Le système de récépissé d'entrepôt est un instrument de financement pour la PME agricole. Il permet ce système, dès la fin de la récolte, pour l'agriculteur, pour le négociant, de pouvoir stocker ses produits, ses marchandises dans un magasin appelé entrepôt et d'obtenir auprès des banques un financement immédiatement. Donc c'est un système essentiel pour le financement des PME-PMI qui sont dans l'agriculture. Ces produits peuvent être du riz, du mil, du maïs, de l'anacarde, du café, du coton. C'est dire une vérité de la palisse que d'affirmer, dans le cadre de l'exécution de tout projet, la place prépondérante qu'occupent les moyens de financement. Cet aspect de la question, le groupe de travail mis en place par le ministère en charge du commerce ne l'a pas perdu de vue. Aussi s'agit-il au cours de cet atelier d'information et de partage sur les projets de textes législatifs et réglementaires d'impliquer les professionnels des banques et établissements financiers. Quand on parle de financement, évidemment, les regards se tournent évidemment vers le système bancaire et le système bancaire a répondu présent. Déjà à l'invite du ministre du Commerce qui a souhaité que les banques agissent déjà en amont des textes, c'est-à-dire avant leur adoption et leur promulgation. Et nous avons eu des représentants qui ont siégé au niveau du comité de pilotage et des groupes techniques, du groupe de travail qui a travaillé sur justement ces textes-là, qu'il s'agisse du projet de loi ou du projet de décret. On a, je crois, au moins une représentation qui est composée de 3 banques et d'un cadre de l'APB qui ont régulièrement participé à ces travaux. Et vraiment, nous nous félicitons d'avoir été consultés en amont. Cette rencontre a également permis aux coordonnateurs du projet de faire le point sur l'état d'exécution de la phase pilote qui, on se le rappelle, est consacrée au rite de la vallée du fleuve Sénégal.
Face à la concurrence, les entreprises doivent s'adapter dans le domaine de l'audiovisuel notamment. C'est ce qui explique la rencontre ce matin entre la direction générale de la RTS et Médiamétrie. Occasion saisie par les experts de Médiamétrie pour procéder à la présentation d'un outil de mesure d'audience dénommé l'audimétrie. Ibrahim Ndong. Une courbe révélatrice. Elle traduit le taux d'audience des différents programmes de la radio et de la télévision nationale. Des résultats obtenus grâce à ce boîtier, un outil d'analyse d'audience, son nom, l'audimètre. Nous venons à la rencontre de l'ensemble des opérateurs médiatiques, audiovisuels, pour pousser des solutions modernes en matière de mesure de l'audience de la radio et de la télévision, qui est un moyen de créer davantage de confiance dans le marché. Expliquer quels sont les apports de la mesure d'audience pour l'ensemble de l'économie des médias, que l'on parle des acteurs privés ou que l'on parle des acteurs publics, bien sûr, avec le service public, très important, mais également l'ensemble de l'écosystème avec les agences et les annonceurs dans cet écosystème média. Une présentation suivie d'une démonstration, un outil moderne qui a séduit les responsables de la RTS. L'intérêt, il est double. Déjà, au niveau de la publicité, ça nous permettra de revisiter la grille tarifaire parce qu'on aura toutes les informations au jour le jour, je peux même dire à temps réel, sur les produits que nous vendons. Ça, c'est un intérêt. L'autre intérêt, c'est par rapport aussi à la grille des programmes. Un outil de notation automatique qui a permis d'avoir une idée sur les différents programmes de la RTS ainsi qu'à leur taux d'audience. Ça nous permettra chaque matin de savoir exactement ce que vaut chaque émission qui est passée à la télévision ou bien à la radio sénégalaise. La présentation nous a permis de voir exactement qu'il y a des moments où on est vraiment fort. Je peux noter le JT de 20h, je peux noter Kenkeliba, on est très fort. À la limite, je peux dire qu'on est la première matinale d'après les études qu'on a vues. Et au niveau aussi du segment prime time, qui est de 18h aux environs jusqu'à 23h, là aussi la RTS est très forte. Et c'est le moment le plus important de la télévision parce que c'est le moment où tout le monde est à la maison. L'audimétrie va contribuer d'une manière significative à la prise de décision. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de tous les directeurs des différents services à cette rencontre. Dans la série santé, on ne risque rien en donnant ou en recevant un rein et il est bien possible de vivre avec un seul rein. Au Sénégal, des personnes vivent avec uniquement l'un des organes qui filtre le sang dans l'organisme et rien dans leur apparence ne renseigne sur leur état. Fanta Badji a rencontré un donneur et un bénéficiaire de cet organe vital. Depuis janvier 2015, Mohamed Gueye vit avec un seul rein. Il a fait don de son précieux organe à un proche et ne se sent pas pour autant diminué. Enfin, je peux même dire un partage de rein, parce que c'est même pas donné, parce que c'est un partage, parce que c'est un membre de ma famille, donc je l'ai fait volontairement. Puis, par exemple, comme vous me voyez, je me porte vraiment à merveille, je n'ai pas de problème de santé. Donc, comme vous voyez, si je ne vous le dis pas, si je vous dis que j'ai un seul rein, vous ne pouvez pas le remarquer. Cette dame, sous le couvert de l'anonymat, nous l'appellerons Ramatou, a elle reçu un rein d'un proche aussi, après plusieurs années d'âpre lutte contre cette maladie jugée sournoise, l'insuffisance rénale. Son généreux donateur l'a soulagé des pénibles séances de dialyse. C'était vraiment insupportable. Je perdais le moral à la veille de chaque séance et je devais le faire 3 fois par semaine. Je quittais chez moi à 5 heures du matin pour ne revenir qu'aux environs de 12 heures. Ramatou a vite retrouvé la santé après avoir subi la greffe. Plus besoin d'être immobilisée des heures par ces machines. Elle mène aujourd'hui une vie normale avec un rein fonctionnel mais à entretenir au quotidien. Ce médicament, le Prograf 5, je l'achète à 325 000 francs CFA. Le Cel7 coûte environ 60 000 francs CFA, de même que le Prograf 1. Tous ne sont pas disponibles ici. Parfois, on me les envoie de l'étranger. En plus des médicaments, il y a des analyses à faire. Pour un premier temps, c'est tous les 15 jours. Après, c'est tous les mois. Maintenant, c'est tous les 2 mois. Et figurez-vous que je dépense presque 800 000 francs CFA pour mes soins. Et c'est des médicaments à prendre à vie.
Mohamed Gueye, lui, est bien loin de cette contrainte de suivi médical obligatoire pour se maintenir en vie. Il en oublie même son organe enlevé et n'a aucune hygiène particulière de vie à respecter. J'ai pas de privation, je fais du sport, je mange tout ce que je veux. Vraiment, je n'ai pas de médicaments, je prends pas de médicaments, je n'ai pas de régime. Je peux même dire que j'ai pas d'hygiène de vie en quelque sorte. Donc je fais comme avant. C'est vous qui me rappelez que j'ai un seul rein. À part ça, pour moi, je vis comme les autres. Et puis c'est ça, je vis comme les autres, je n'ai pas de problème. Donneur inconditionnel, Mohamed reconnaît tout de même avoir été un peu sceptique au départ. Mais le sentiment et l'intention de sauver une vie a dissipé toutes ses craintes. Je le faisais pour une personne qui m'était très très proche, donc je me suis dit que c'était très normal de le faire. Mais pour vous dire aussi, au moment de l'opération, la veille, quand je devais, on m'a attribué une salle pour me dire va te préparer pour ça, j'ai un peu tiqué, mais bon, après je pense que ça m'a pris près de 30 minutes, après c'est bon, ça peut soulager énormément les malades et puis les familles. Puis vraiment, moi si c'est à refaire, je suis prêt à le refaire 1000 fois encore. C'est un geste qu'on peut faire, sauver des vies sans pour autant mettre votre vie en danger. La personne qui reçoit le don doit juste veiller scrupuleusement au respect du traitement qui suit la transplantation. Après greffe, hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses que je dois éviter, comme les injections et autres. Les rayons solaires aussi sont très dangereux pour moi. Quand je sors, je me couvre tout le corps et la tête. Il y a des risques de cancer de la peau. D'ailleurs, je consulte un dermatologue une fois par an et un dentiste tous les 6 mois. Ramatou préfère de loin ces nombreux paquets de médicaments coûteux à ce qu'elle considère comme un supplice, à savoir la dialyse, bien que gratuite. L'implantation pour l'un et le prélèvement pour l'autre ont été réalisés à l'étranger, l'expertise et le plateau technique n'étant pas disponibles à l'époque au Sénégal. Aujourd'hui, un projet de loi est voté. Il s'agit de la loi relative au prélèvement et à l'implantation des tissus humains. Elle attend son décret d'application. Parlons à présent des maladies à soins coûteux, un véritable casse-tête pour les malades et les docteurs. Le cancer, l'insuffisance rénale, les personnes âgées sont tous dans cette catégorie de maladies où il faut se soigner toute la vie, chose difficile pour certaines familles. Heureusement, la couverture maladie universelle aide ces personnes qui n'ont pas accès à l'assurance maladie. Ramatadem. Les cancers et l'insuffisance rénale classés parmi les maladies à soins coûteux parce qu'il faut des traitements à vie et qui nécessitent une prise en charge financière non négligeable tous les mois. Je pense que l'insuffisance rénale est plus qu'une maladie à soins plus que coûteux. Parce que pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà c'est une maladie chronique. Donc quand on a une insuffisance rénale chronique, on l'a pour toute sa vie. La deuxième chose, c'est que le traitement de l'insuffisance rénale coûte cher. Il faut des médicaments et beaucoup de médicaments parce que quand on a une insuffisance rénale, on est hypertendu, donc il faut des médicaments pour lutter contre l'hypertension. Et c'est souvent pas un seul médicament, c'est plusieurs médicaments qu'on associe parce que l'hypertension est souvent sévère. Quand on a l'insuffisance rénale, on est souvent anémie, il faut utiliser des médicaments pour corriger l'anémie, l'érythropoïétine, la fameuse EPO très connue dans le milieu sportif, qui est utilisée en cas d'insuffisance rénale et qui coûte relativement cher. Les prix ont considérablement baissé, mais c'est autour de 50 000 francs par mois. Il faut, quand on a une insuffisance rénale, on a des problèmes de calcium, il faut prendre du calcium qui a un coût, il faut prendre du fer souvent. Pour un Sénégalais lambda qui n'a pas un salaire au-dessus de 100 000 francs CFA, qu'est-ce qu'il pourra faire pour gérer tout ce qui est traitement des cures de chimiothérapie de toutes les 3 semaines ou 4 semaines qui vont dépasser des fois 1 million et quelques, selon le type de cancer du sang que le patient a. La drépanocytose par exemple, il se trouve que dans la famille, on peut avoir plusieurs patients drépanocytaires. Un patient qui fait sa crise drépanocytaire, il peut en faire 1 ou 2 fois par mois. Et à chaque fois qu'il fait une crise drépanocytaire, les parents ou la famille déboursent au minimum 500 et quelques mille francs pour traiter cette crise drépanocytaire. Et on sait qu'on peut avoir 2 à 4 patients drépanocytaires dans une même famille. Et 2 ou 3 enfants peuvent faire en même temps des crises drépanocytaires. Et cette pathologie-là n'est pas encore prise en charge par notre système sanitaire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État. Les coûts de chimiothérapie ont beaucoup baissé, certains sont même gratuits. Les dialyses également dans les établissements publics de santé sont gratuits. C'est vrai que l'État a fait vraiment beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a quelques années, c'était 50 000, c'est passé dans le public, c'est passé à 10 000, après c'est gratuit pour les malades, mais c'est le ministère de la Santé qui continue à payer les 10 000 à travers la CIMI. L'autre combat que nous menons avec les malades, c'est de subventionner les médicaments qui vont avec. Il y a des analyses, des traitements et autres médicaments qu'ils font prendre et tout cela a un coût. Pour les personnes du troisième âge, la prise en charge est également très complexe. Ils souffrent souvent d'hypertension, de diabète ou d'autres maladies chroniques. Et c'est des sujets qui sont polypathologiques. Ils ont plusieurs maladies en même temps. Et cette polypathologie requiert une prise en charge appropriée. Donc c'est des personnes qui vont prendre beaucoup de médicaments et au long cours. Et c'est des médicaments qui coûtent cher. Et les principales affections qu'on rencontre chez les sujets âgés, c'est surtout les affections cardiovasculaires. Il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a le problème du cholestérol, mais les affections, les incidences cardiaques. Ces affections qui surviennent chez ces personnes âgées qui sont souvent à la retraite, qui n'ont pas les moyens pour se prendre en charge, et d'autant que ces personnes âgées parfois restent chefs de famille et doivent subvenir aux besoins de leur famille. Bien que la prise en charge de certaines maladies soit complexe, l'État a mis en place des solutions alternatives pour une meilleure prise en charge médicale avec la couverture maladie universelle. C'est extrêmement important que les personnes âgées ou bien les familles souscrivent à des mutuelles. C'est extrêmement important parce que la prise en charge, encore, la santé a un coût. Effectivement, nous comptons beaucoup sur la CMU pour prendre en charge ces patients. Bien entendu, il y aura une petite partie, un pourcentage qui va être pris en charge par les mutuelles de santé. Et je pense qu'avec cette nouvelle politique de santé, les malades pourront effectivement s'en sortir. Nous comptons en tout cas beaucoup sur la CMU pour prendre en charge ces genres de patients. Aujourd'hui, la seule solution pour les malades, surtout qui ne travaillent pas, c'est de souscrire à une mutuelle de santé, ceci pour une meilleure prise en charge. Des démarches sont également menées par les associations de malades et des spécialistes de la santé, ceci pour une gratuité de certains soins ou médicaments. Suite de la série sur la santé dans nos prochaines éditions, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale a entamé hier une session de formation à l'endroit de ses experts. L'objectif est de moderniser ces outils de gestion et de garantir une protection sociale à ces acteurs. Damsila. La protection sociale est l'un des baromètres qui mesure le développement d'un pays. Consciente de son importance, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale a pris la décision de former l'ensemble de ses experts pour une bonne maîtrise des enjeux. Le présent séminaire arrive à point nommé au regard des défis sans cesse croissants qu'il nous faut impérativement relever en matière de bonne gouvernance. Car la mise en place des conventions d'objectifs et des contrats de performance sur des bases méthodiques confortera sensiblement nos institutions. Cette session de formation a pour thème la gestion par objectif. La mise en place d'une telle méthode dans les entreprises permet aux salariés de jouer leur partition dans la protection sociale. Dans le cadre d'une gestion par tâche, le salarié ne se sent pas concerné, il n'est pas motivé, alors que dans le cadre d'une gestion par objectif, il est concerné parce qu'il participe à l'élaboration des objectifs et également aux moyens de les atteindre. C'est extrêmement important. La couverture sociale universelle qui vise à protéger les travailleurs migrants, quel que soit leur lieu de résidence en Afrique, est une convention multilatérale que les autorités étatiques demandent à être ratifiée par les différents pays. Elle formalise dans un document contractuel les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre pour moderniser et améliorer la performance du système de protection sociale, aussi bien en termes de maîtrise des dépenses que de meilleurs services rendus aux usagers. Il est donc important que les États membres de la CIPRES s'attellent à la signature de telles conventions. La session de formation de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale se poursuit jusqu'au 28 octobre prochain. Des recommandations seront faites au sortir des rencontres pour une meilleure prise en charge de la protection sociale des salariés. Les arènes culturelles comme facteur de promotion du civisme et du développement, l'intronisation de chefs de village est souvent un moment mis à profit pour exalter la tradition, impulser le développement et promouvoir le civisme. Exemple à Sintiane, dans le département de Kanel. L'intronisation d'un chef de village en milieu peul, c'est le sujet de la rubrique Au cœur de nos cultures avec Fatou Diouf.
Nous sommes dans la vallée du fleuve Sénégal. Les récoltes arrivent à maturation. Les chœurs sont à la fête. Ici, à Sinthiane, dans le département de Kanel, l'intronisation du chef du village mobilise résidents et ressortissants. Une intronisation sur fond de civisme. Je félicite le nouveau chef de village tout en lui rappelant que son statut figure dans le décret numéro 72-636. Parce que le décret 72-636, il est relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village. Cela veut dire que ces attributions sont campées dans le même décret dans lequel sont clairement spécifiées les attributions des chefs de circonscription. Ce qui veut dire que c'est notre premier collaborateur au niveau des villages. Pour accompagner le nouveau chef dans sa mission, les groupes socioculturels exposent leur savoir-faire, leurs œuvres d'art et étalent leur talent d'artisans et d'artistes. Le chef du village est certes le représentant de l'administration territoriale, mais aussi et surtout le gardien des traditions, symbolisé par le tambour ou tabaldé en poulard. Celui du défunt chef du village devient un vestige. Le nouveau chef, lui, arrive avec son tambour tout neuf. Mon prédécesseur était un homme de consensus, très compréhensif. Il était un homme de dialogue autour de nos valeurs. Je ferai de tout ce qui est possible pour maintenir le cap et couver le village. Choisi dans la lignée de Ndongo, une des familles fondateurs du village, le tout nouveau chef du village mérite, aux yeux des autorités indigènes, obéissance et respect. Et un chef, on lui doit respect et obéissance. Le chef, on lui doit respect et obéissance. En tout cas, moi, je n'accepterai jamais qu'on manque de respect à une autorité, quel que soit son rang. L'intronisation du chef du village de Sinthiane est aussi une occasion de faire du fonctionnel, c'est-à-dire de la culture au service du développement. Et c'est la raison pour laquelle toute une série de causeries sur la santé, l'éducation et le développement a accompagné les festivités. La dose culturelle, tu vois, on dit que toujours dans un développement, toujours il y a la culture. Pour développer un village, on passe par la culture, parce que la culture est l'unité, unifie les gens et rassemble les gens de différents bords qui se retrouvent dans la culture ou bien dans le sport. C'est pourquoi nous avons pris tous ces thèmes-là pour mobiliser et faire plus de mobilisation pour que les cibles soient atteintes. Pour perpétuer cette tradition, Sinthiane mise sur sa jeunesse. Élèves et étudiants sont les fers de lance de l'organisation, histoire de leur rappeler leur mission de perpétuation des us et coutumes en cohérence avec la marche du monde. Au Sénégal, et le ministre du Commerce de magnifier la coopération dynamique qui lie les deux pays, mais aussi les réalisations de la Chine en vue de soutenir le plan Sénégal émergent. Aminata Mbengfal. Le Grand Théâtre, lieu ne pouvait être plus indiqué pour la célébration de ce 67e anniversaire de la fondation de la République de Chine. Ce lieu est l'un des plus grands symboles de l'amitié sino-sénégalaise. Devant un parterre d'invités, l'ambassadeur de Chine est revenu sur la coopération fructueuse qui lie les deux pays. Pendant les 8 premiers mois de 2016, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Sénégal dépasse 1,7 milliard de dollars, soit
une hausse de 14% par rapport à l'année